Une signature historique pour le PDG de Dassault Aviation. Le groupe d'armement vient de conclure un contrat record avec les Émirats arabes unis. La vente de 80 avions Rafale et 12 hélicoptères Caracal. Emmanuel Macron met en avant la lutte contre le terrorisme. Donc pour moi, l'objectif, c'est ça, la paix, la stabilité et la lutte contre le terrorisme, évidemment. Et cela, c'est à la fois la vocation de la France dans cette région, et c'est aussi l'intérêt de la France, parce que c'est un intérêt en termes de sécurité pour nos compatriotes. Les Rafales et les Caracal seront livrés à partir de 2027. Il s'agit du plus gros contrat d'armement signé par la France. À la clé, 16 milliards d'euros et des milliers d'emplois. On va plus que doubler la chaîne de production du Rafale, donc ça représente des milliers d'emplois, non seulement chez Dassault et ses coopérants, Thales et Safran, mais sur les 400 entreprises qui travaillent dans l'écosystème du Rafale. Mais dans la classe politique, les critiques fusent déjà. Le candidat vert à la présidentielle Yannick Jadot dénonce une France qui fait honte quand elle arme des régimes autoritaires. Et depuis Beyrouth, nous sommes avec Karim Sader, politologue spécialiste du Golfe arabo-persique et du Moyen-Orient. Karim Sader, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Les Émirats arabes unis, on vient de le voir, ont annoncé acheter 80 Rafales, du jamais vu. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a décidé de se rendre dans ce pays en premier. Abu Dhabi est un client fidèle des industriels d'armement français. La réelle politique, clairement, elle prend le dessus, là ? Oui, absolument. C'est une visite, d'abord, effectivement, vous avez raison de souligner la portée symbolique du fait qu'ils choisissent de se rendre dans le cadre de cette tournée dans le Golfe aux Émirats arabes unis. Il vient donc consolider cette alliance avec Mohammed Ben Zayed, MBZ comme on l'appelle désormais, donc le prince héritier d'Abu Dhabi. Donc c'est comme ça qu'il va asseoir ou quelque part remplir un vide laissé par les États-Unis dans la région. Donc c'est pour cette raison aussi, c'est une portée plus, je dirais, stratégique, qui va plus loin qu'une simple réalisation d'une opération commerciale. On sait très bien que dans cette région, les opérations commerciales sont la traduction d'alliances politiques. Aujourd'hui, l'alliance entre Paris et Abu Dhabi est à l'heure du jour. On se souvient donc du tandem dans le passé entre Jacques Chirac et Rafiq Hariri. Il y a eu ensuite le tandem entre le cheikh Hamad du Qatar et Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire voilà, que ce sont les Émirats arabes unis que la France choisit comme alliés au nom, donc le socle commun qu'ils partagent, ça a été souligné dans le reportage, c'est la lutte contre l'islamisme. Celui qui va être candidat très probablement à sa réélection a fait de ce thème un cheval de bataille. Et en même temps, les Émirats arabes unis ont avancé prudemment leurs pions dans la région. Ça fait un moment que les Émirats arabes unis, que ce prince héritier avance en sous-marin derrière l'Arabie saoudite, mais en fait, en réalité, a un agenda et tisse sa toile en parallèle. Et donc voilà aujourd'hui que se rencontrent donc ces deux alliés. Mais je pense qu'en même temps, Paris ne va pas froisser les autres alliés dans le Golfe, contrairement à ce qu'il y avait, ce qui était. Oui. Justement, l'ordre a une importance. Ensuite, il ira au Qatar. Pourquoi le Qatar Quel est là-bas l'intérêt de la France? C'est aussi commercial ou politique derrière? Oui, justement, je le soulignais, Paris n'a pas intérêt à avoir justement ces relations exclusives et personnelles qui avaient été nouées dans le passé. Emmanuel Macron va habilement, je pense, disperser ou en tout cas placer ses pions. Le Qatar, de son côté, joue un rôle d'intermédiaire très précieux. On l'a vu d'ailleurs dans l'affaire avec les talibans en Afghanistan. Et donc le Qatar est un allié précieux pour la France, mais il est relégué aujourd'hui au second plan. Donc la lune de miel entre Paris et Doha est désormais, je dirais, révolue. En revanche, Paris a toujours besoin du Cheikh Tamim, donc qui a, il ne faut pas l'oublier, survécu à cet embargo que lui avaient infligé ses voisins et qui est ressorti victorieux. Et donc, on voit bien que la France joue habilement de ces rivalités et cherche à tirer profit de chacun de ses alliés. Le Qatar a un rôle, je le disais, d'intermédiaire important sur différents dossiers. C'est le cas du dossier iranien, mais aussi du dossier libanais et également du dossier libyen.
Emmanuel Macron, qui avait organisé une conférence internationale sur la Libye, a besoin aujourd'hui de concilier la position de ces deux protagonistes, que sont Abu Dhabi, les Émirats arabes unis donc, et le Qatar, pour qu'ils chacun soutiennent une faction de part et d'autre donc du jeu libyen, pour réussir donc cet accord de paix sur la Libye. Alors en troisième position, Emmanuel Macron se rendra en Arabie Saoudite. C'est là qu'il terminera sa tournée. Il rencontrera le prince héritier Mohammed Ben Salman 3 ans après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Cela ne veut pas dire que je cautionne, affirme Emmanuel Macron, mais malgré tout, le symbole est très fort. Il est en effet le premier chef d'État occidental à rencontrer le prince héritier Mohammed Ben Salman, MBS, depuis la malheureuse affaire de l'assassinat du journaliste Khashoggi. Alors, il est clair que déjà, il arrive en troisième position, vous l'avez souligné, il est loin le temps où aucun homme d'État de la planète ne pouvait fouler le sol de la péninsule arabique sans passer d'abord par l'Arabie saoudite. Il arrive en troisième position parce que le prince héritier est aujourd'hui isolé. En revanche, il a montré récemment qu'il voulait jouer un rôle, enfin en tout cas qu'il voulait réaffirmer son rôle, je parle du prince héritier, dans la scène régionale, notamment à travers le blocus ou le coup de force qu'il a imposé sur le Liban, qui est cher, le dossier libanais qui est cher à Emmanuel Macron. Et donc, Macron ne veut pas que Mohammed Ben Salman, par justement son isolement et ce coup de force, ne vienne torpiller l'initiative et le travail qui a été fait par la France et les États-Unis pour instaurer un semblant, j'ai envie de dire, de stabilité au Liban. Donc il a besoin quelque part... Clairement, là, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il vient chercher un soutien sur le dossier libanais à Riyad. Je dirais qu'il vient répondre à l'appel de pied qui a été lancé par le prince héritier lorsqu'il a imposé ce coup de force sur le Liban, et lui donner une certaine reconnaissance dont il est cruellement en manque. Le prince héritier aujourd'hui est isolé diplomatiquement, il a été boudé lors du dernier sommet du G20, il est devenu un paria aux yeux de Washington alors qu'il était le chouchou de la précédente administration, celle de Donald Trump, et donc quelque part il vient lui donner ce gage pour lui permettre cette fenêtre d'oxygène, j'ai envie de dire, pour que ce dernier, donc Mohammed Ben Salman, puisse lâcher du lest vis-à-vis du Liban afin de ne pas torpiller les efforts de Paris et Washington pour stabiliser le pays. On a appris aujourd'hui la démission du ministre de l'Information au Liban. C'est lié à la visite d'Emmanuel Macron, clairement ? Totalement, totalement. Cela répond justement à des différentes initiatives qui viennent d'être lancées par le président français. Et donc, effectivement, c'est une réponse positive qui est lancée par le gouvernement libanais comme un signal, en quelque sorte, envoyé à Emmanuel Macron pour lui permettre j'ai envie de dire, de lâcher du lest, en tout cas de laisser le prince héritier lâcher du lest vis-à-vis du Liban, parce que le Liban ne peut pas se permettre aujourd'hui cette crise vis-à-vis du pays du Golfe, tant il est dépendant économiquement de l'Arabie saoudite, sachant qu'énormément d'expatriés génèrent des revenus qui sont envoyés dans ce pays, qui a besoin aujourd'hui, avec la crise économique que l'on connaît, de cette manne financière. Cette tournée d'Emmanuel Macron dans le Golfe, elle va durer seulement 48 heures, c'est une tournée express. Est-ce que c'est assez long compte tenu justement, on en a parlé, des enjeux stratégiques dans cette région? Et puis, il y a aussi pas mal de pays qui ne sont pas sur la liste du président français. Je pense à Oman, par exemple. Pourquoi ne pas avoir pris plus de temps? Je pense que la France a été droite au but. Aujourd'hui, alors vous avez parlé d'Oman, comme le Koweït, connaissent des transitions aujourd'hui, politiques. Donc aujourd'hui, l'articulation des rapports de force se joue entre un Qatar, donc, dont l'activisme, le suractivisme diplomatique a fini par irriter ses alliés, et un suractivisme politique en plus assez pan-islamique, qui a donc irrité ses alliés, et une Arabie saoudite dont la politique d'MBS est jugée trop impulsive. Et il y a entre les deux un Mohammed Ben Zayed plus rusé, plus habile, qui a su, je le disais, tisser sa toile
discrètement. Et je pense que Paris joue habilement ou épouse habilement le contour de ces rapports de force. On sait que le Conseil de coopération du Golfe, depuis quelques années, est l'arène d'une rivalité, pour ne pas dire d'une guerre d'ego, entre ces jeunes princes plus dynamiques, énergiques et ambitieux que leurs prédécesseurs, des monarques qui étaient plus vieux à la santé fragile. Donc, dans ces rapports de force-là, entre ces trois acteurs, la France vient justement placer ses pions. Elle a besoin des Émirats arabes unis, qui est donc son allié stratégique aujourd'hui du moment, avec lequel elle s'entend sur le dossier égyptien, face à la Turquie en Méditerranée, également donc face à l'Iran, mais également du Qatar pour son rôle intermédiaire et de l'Arabie saoudite pour conclure dans son rôle qu'elle a à jouer sur le dossier libanais. Merci beaucoup, Karim Sader, d'avoir été notre invité ce soir sur France 24 pour revenir sur cette tournée d'Emmanuel Macron dans les pays du Golfe.